Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour l'épisode 8 du Dedicated Podcast. Alors aujourd'hui, pour la première fois, j'ai deux invités et pour démarrer, comment ça va, Shalanda? Ça va bien, un peu fatiguée, mais ça va bien. Superbe. Et toi, Vanessa? En forme. Magnifique. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent parce que déjà j'ai deux invités et surtout on va traiter un sujet qu'on n'a pas vraiment traité auparavant. Alors, je vais faire une petite présentation, comme ça tout le monde est au courant de ce que vous faites et puis surtout de la discussion qu'on va avoir. Donc je vais commencer avec toi, Vanessa. Vanessa, tu es suisse mais tu es d'origine RDC, de 4-3. Tu travailles dans le département RH d'une entreprise horlogère de luxe et depuis plusieurs années, et tu œuvres en partie, l'une de tes responsabilités est au sein de la structure Diversity, Inclusion and Equity. Comment on dit déjà, c'est le petit nom? DE&I. Ok, DE&I, superbe. Et peut-être pour démarrer, avant qu'on passe à l'introduction avec Shalanda, comme introduction, est-ce que tu arrives à nous dire comment tu as intégré ce département? C'était un goal ou alors c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus? Ça m'est complètement tombé dessus. Honnêtement, si on m'avait dit il y a quelques années que j'allais travailler dans ce domaine-là, je crois que j'aurais pas forcément cru. Puis en plus, c'est assez nouveau, donc c'est pas quelque chose qui m'était venu naturellement. Une chose est sûre, c'est que j'ai choisi de travailler dans les ressources humaines parce que j'aime les gens et j'aime que les gens se sentent bien. Donc voilà, ça c'est sûr, c'était un choix. Et puis après, c'est un peu un concours de circonstances finalement et une opportunité qui s'est présentée. Et voilà, l'occasion de pouvoir croiser mes valeurs avec mon travail. Superbe. Et là, ça fait combien de temps? Ça fait une année maintenant que je suis sur ce poste-là et 7 ans, presque 7 ans maintenant dans l'industrie du luxe. Ok, très bien. Et là, maintenant, on va passer à toi, Shalanda. Donc, tu es suisse et d'Antigua. Alors, pour résumer, tu es une activiste sociale et culturelle, de ce que j'ai compris, je dirais même socio-culturelle, parce que tu as souvent lié les deux, notamment dans un de tes derniers projets. Mais pour revenir, tu es donc cofondatrice de l'AEA, l'Association des étudiants afrodescendants, avec quelques collègues de l'Université de Lausanne. Tu as également fondé un collectif qui s'appelle Réflexion décoloniale. Et finalement, Zagaza, qui est un collectif multidisciplinaire, donc danse, musique, DJing, qui rassemble des artistes queer et femmes afrodescendants. C'est juste? C'est juste. Très bien. Et du coup, moi, j'ai une première question introductive pour toi. C'est qu'est-ce qui a éveillé chez toi cette envie de se mobiliser pour les gens à travers tes différents projets, les différentes structures que tu as mis en place avec tes collègues? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qui est un peu individuel, personnel. Du coup, c'est le sentiment en fait que il y a la réalisation et la conscience qu'il y a beaucoup d'injustices qui se passent, des inégalités, et l'envie en fait de pouvoir me mobiliser là-dedans à travers différentes formes qui me concernent mais qui ne me concernent pas. J'ai pu aussi militer ou travailler comme actuellement au Philippines, surtout pour les personnes, le droit des personnes sans abri. Du coup, c'est vraiment cette volonté de donner, de participer dans tous les privilèges que j'ai, de pouvoir en fait améliorer en fait certaines conditions de certaines personnes, mais aussi dans ce qui me concerne en fait de pouvoir le mettre en avant et travailler conjointement. Et comme on voit, ce sont des choses qui se font collectivement. Donc je pense que l'autre chose qui m'intéresse et qui m'a motivée, c'est que j'étais jamais toute seule. C'est jamais moi qui ai eu l'idée de faire quoi que ce soit. C'est soit j'ai intégré en fait des collectifs, soit on a créé et cofondé des collectifs avec d'autres personnes. Et du coup, c'est vraiment en fait quand les personnes se rassemblent pour une cause qui les transcende, ça c'est quelque chose que je trouve magnifique et ça me fait du bien de participer là-dedans. Superbe, en tout cas c'est louable. Alors, c'est important pour toutes les auditrices et les auditeurs d'expliquer en fait la raison pour laquelle je vous ai rassemblés les deux. Donc, en effet, l'inclusion dans la société, c'est un réel topic d'actualité. Je pense qu'on est tous au courant. Il y a plusieurs actions qui sont menées pour sensibiliser la société de manière générale sur l'inclusion, etc.
je trouvais très important de lier cette thématique à l'aspect professionnel, et c'est pour ça aussi que tu es là, Vanessa, aujourd'hui. Donc, pas besoin d'expliquer que tout ce qui se passe dans la société est également, évidemment, présent au travail. Du coup, c'est pour cette raison que je vous ai rassemblé les deux, et j'espère qu'à travers les questions, on pourra donner quelques réponses, ou alors quelques pistes pour l'une ou l'autre, ou bien même pour certains auditeurs ou des auditrices. Alors, on va procéder par des questions à l'une et à l'autre. Et évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas si vous voulez intégrer ou répondre ou ajouter quelque chose. C'est tout à fait normal. Alors, première question pour toi, Vanessa. Mhm. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en fait cette branche de EEI? D-E-N-I. D-E-N-I. On va y arriver. D-E-N-I. Quotidiennement, à ton job, ça représente quoi? Et d'ailleurs, ensuite, en deuxième partie, d'où vient cette prise de conscience auprès de ton employeur en fait? Alors, peut-être déjà, juste pour commencer, je pense que c'est important de juste définir ces différents éléments. Donc, le D, c'est pour diversité, le I, c'est pour equity, ou équité en français, et I pour inclusion. Donc, grosso modo, la diversité, c'est un certain nombre de dimensions qui font ce qu'est un individu. Tu vas avoir des dimensions qui sont visibles, la couleur de peau, l'âge, le genre. Et puis, tu as toute une série de dimensions qui sont, elles, invisibles, comme la religion, les croyances, les valeurs, l'éducation qu'on a reçue, la façon de penser. Donc voilà, tout ça, c'est finalement la diversité. Le I pour inclusion, c'est ce qui permet à toutes ces dimensions de la diversité de s'épanouir et de pouvoir s'exprimer. Puis le I qu'on retrouve, ça dépend un petit peu finalement où sur le globe, mais le I pour equity, c'est vraiment qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je donne pour que chacun puisse s'y retrouver. C'est un peu contraire à l'égalité d'une certaine façon, où on va donner la même chose. Ça, c'est l'égalité. L'equity, l'équité, c'est donner ce dont la personne a besoin. Donc, juste pour définir Bien sûr, un petit peu. important. Et donc, mon job, concrètement, il consiste à penser à des politiques, à des programmes qui vont venir soutenir la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. Donc, grosso modo, c'est mettre en place des éléments qui vont faire que les gens ils vont se sentir bien, qui vont se sentir respectés et qui vont pouvoir venir comme ils sont finalement sur leur lieu de travail. Et pour moi, ça vient toucher une conviction personnelle assez forte, puisque finalement, je me dis, mais c'est trop dommage de devoir laisser une partie de qui on est quand on passe le pas de la porte de son employeur. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un sujet qui est, je pense, essentiel, important d'un point de vue humain. Mhm. Ça, c'est sûr, indéniable, mais aussi d'un point de vue business. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Très bien. Et puis du coup, tu as dit que c'est assez nouveau, qui est depuis 1 an. Il y a des événements spécifiques qui ont poussé l'employeur, par exemple, à créer cette structure, ou bien Je pense que c'est, d'une certaine façon, dans l'air du temps, tout simplement. Et je trouve génial que tu nous aies réunis toutes les deux, puisque finalement, effectivement, c'est des choses qu'on retrouve dans la société qui viennent s'imbriquer dans le monde professionnel. Donc, certains ont fait le pas bien avant. Pour certains, c'est des années et des années d'expérience et de background sur le sujet. Pour d'autres, c'est un petit peu plus récent. Mais néanmoins, je trouve que ça devient une espèce d'incontournable pour beaucoup d'employeurs. Et d'un autre côté, je pense que ça reste encore assez timide et assez récent, en Suisse notamment. Et que le chemin est long. Il y a vraiment plein de choses à faire. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc, tout à fait d'accord. C'est vrai que quand j'ai pensé à vous deux, le fait de t'inviter ici, Vanessa, c'était aussi pour moi une manière de montrer aux auditeurs et aux auditrices qu'en fait ça existe vraiment ce département. Et dans ton cas ça l'est, mais je sais qu'il y a tellement d'employeurs chez qui c'est pas présent. Et peut-être que d'une certaine manière ça va éveiller les idées d'autres employeurs, d'autres sociétés, etc. Espérons-le. Première question pour toi, Shalanda. Donc, tout à l'heure, on a mentionné l'association AEA, l'association des étudiants afrodescendants à l'Université de Lausanne. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être ce que vous avez pu mettre en place? Qu'est-ce que ça représente en fait, une association d'étudiants afrodescendants au sein d'une université? Alors, moi, je pourrais vraiment parler un peu de la genèse. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce qu'on l'a commencé quand j'allais partir de l'université. Donc, on l'a fondé
quelques mois avant que je parte, l'année avant que je parte. Donc c'est vrai qu'après, la suite, c'est vraiment d'autres personnes qui ont vraiment travaillé, mis beaucoup d'énergie et de labeur pour faire des actions. Donc voilà, j'ai parlé un peu de la jeunesse. Et je trouve bien aussi peut-être dans les commentaires ou comme ça, mais que d'autres personnes puissent expliquer un peu plus. Bien sûr. Même si je sais ce qu'ils font, parce que je suis restée mon passive, mais voilà, c'est pas moi qui ai apporté les autres projets. Bien sûr. Du coup, la jeunesse, vraiment, c'est marrant parce que je pense que c'est vraiment ce côté de représentativité. Et quand je parle de représentativité, c'est vraiment en fait où elle s'inscrit partout. Enfin, la représentativité, c'est au-delà du physique. C'est aussi en fait comment les savoirs et la culture des personnes noires sont inscrits en fait dans le curriculum. Comment celle-ci elle est inscrite en fait dans la transmission de savoir qui se fait à l'université. Comment elle est transcrite dans tout ce qui est culturel à l'université. Voilà, c'est toute cette dimension en fait qui était inexistante, voire lorsqu'elle y était, elle était souvent problématique, selon nous en tout cas. Donc ça a commencé, on était... il y avait... je dis les noms parce que c'est bien de dire aussi qui sont les personnes qui ont mis les premiers prix pour l'AEA. Donc il y avait Chancel qui fait partie de Aki Le Tour, il y avait Jorel, il y avait Vanessa, et du coup on était les 4 qui avons discuté, on restait souvent manger ensemble et on se disait qu'en fait ça allait pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'était également, il y avait eu... j'explique la jeunesse pour qu'on comprenne. Il y avait eu une fête de l'HEC qui faisait sur les Masai Mara. Et du coup, il y avait un groupe féministe intersectionnel qui a dénoncé ça. Que je trouve, en tout cas, personnellement, tout à fait bénéfique et tout à fait cohérente, en fait, que ce groupe de féministes ont décidé de dénoncer, en fait, le fait de réapproprier, en fait, le Masai Mara, de les fétichiser, de le caricaturer encore des cultures, en fait, africaines, toujours dans un truc d'ironie ou de exotisation. Et c'est là à ce moment-là, à l'université, il y a eu un déferlement de propos racistes dans les toilettes, sur les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, c'était d'une violence, en fait, tout ce qui s'est passé par la suite. Aussi de propos hyper sexistes, de viol contre, en fait, le collectif ou l'association féministe. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit, en fait, il n'y a personne pour défendre les personnes racisées à l'université. En fait, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, et encore maintenant. Ça, c'était en 2016. Là, je me trompe sur les dates. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais du coup, c'est en 2016, on est en 2023, c'est toujours la même chose. Donc, il y a des bureaux d'égalité, il y a des bureaux de diversité et d'inclusion. Mais en fait, sur les questions racisme, ils ne sont pas du tout. Et voilà, je le pose encore maintenant parce que je considère que c'est encore le cas, en tout cas à l'Université de Genève, où après, je m'étais plus un peu activée. Mais du coup, ils ne sont pas du tout outillés. Et ils ne considèrent même pas le problème racial, en fait, au sein de leur université. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on ouvre ça autant pour aussi promouvoir, en fait, la culture africaine et afrodescendante. Du coup, ça englobe aussi toutes les personnes afrodescendantes, donc Amérique du Sud, toutes les diasporas afrodescendantes, voilà. C'est aussi l'idée d'accueillir en fait les étudiantes africains qui venaient ou afrodescendants qui venaient en fait en Europe pour la première fois, sachant que nous en fait on sait la difficulté que ça peut être de circuler dans des espaces blancs. Et c'est aussi l'idée de en fait maintenant quand il y a des choses qui se passent, nous avons en fait un outil pour se dénoncer. À savoir que c'est très long de pouvoir faire cette association. Donc, vu qu'en fait, c'était pour des personnes afrodescendantes, l'université refusait qu'on ne puisse pas intégrer des personnes blanches. Donc voilà, il y a encore ce problème actuel où c'est le rassemblement des personnes afrodescendantes pour défendre leurs droits cause toujours un peu question. Enfin, voilà. Je ne vais pas nommer quoi que ce soit, mais c'est assez questionnable de savoir que même CAMAF à l'université de Genève a aussi eu difficulté de pouvoir se regrouper et a beaucoup plus de négociations en fait, avec les structures qui accordent en fait, des associations universitaires, tout comme on a eu avec l'AEA, pour pouvoir venir que d'autres associations. Mais voilà, c'était vraiment en fait, ce manque de représentativité et de reconnaissance en fait, dans l'espace universitaire. Ok, très bien, très complet. Mais il y a eu pas mal de choses. Bien sûr, alors et d'ailleurs on les salue. Il y a eu énormément de choses qu'ils ont fait et c'est vrai qu'ils sont très actifs aussi sur les réseaux sociaux à nous transmettre des messages ou alors à dénoncer des messages. Ouais. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que peut-être que l'université de Lausanne aurait besoin d'un département dit ENI. Voilà. Parce que finalement, vous avez fait le chemin inverse. Vous avez fait votre association pour dénoncer des choses qui se passaient dans le cadre de l'université et pour finalement les reporter
à l'université ou alors plus loin si nécessaire. Donc c'est ça que je trouvais très intéressant en fait dans l'assemblage de vos deux profils. Je peux rajouter? Bien sûr, bien sûr. Alors, ils ont un bureau de diversité et égalité à l'Université de Genève. Lausanne, ils avaient égalité. Il n'y avait pas forcément le rajout de diversité. Mais c'est là où je serais vraiment intéressée de voir ce que toi, tu fais à l'interne et professionnellement. Ouais. Parce qu'en gros, le problème, c'est que les dénominatifs ne servent à rien. En fait, tu peux mettre n'importe quel dénominatif lorsque tu targetes pas en fait le problème central, ça ne sert absolument à rien. Enfin, de mettre diversité devant égalité, alors qu'en fait les personnes dedans ne sont pas du tout renseignées sur ce que c'est la diversité et qui nomment pas en fait ce que c'est la diversité lorsque c'est des problèmes surtout raciaux, de classe, de genre, de validisme. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui est la diversité, mais il faut les nommer. Et lorsqu'on ne les nomme pas, on peut pas en fait comment dire ça, les tackle, les améliorer, les changer, les confronter. Ouais, et du coup, c'est pour ça qu'il y a des départements, mais les départements ne sont pas du tout outillés pour créer en fait, des espaces qui répondent en fait, à ces problèmes-là. Le titre ne veut rien dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de dire. Le titre ne veut rien dire. C'est vrai. Si je peux me permettre, c'est un super point parce que je pense que un des points de départ, selon moi, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde se sente concerné. Je pense que déjà, là, il y a un trou dans la raquette, en fait. Je pense que quand il s'agit essentiellement de certaines communautés qui, elles, prennent de l'énergie, prennent le flambeau pour essayer de donner de la visibilité à certaines causes, et qu'en fait, autour, il y en a plusieurs qui ne se sentent pas spécialement concernés, pour moi, c'est un vrai problème. Donc, c'est l'affaire de tous. Et je pense qu'il y a un vrai volet d'éducation et de sensibilisation, parce que comme tu le dis, très souvent, on est en face de personnes qui ne sont pas forcément équipées, outillées, pour pouvoir adresser correctement ces différentes problématiques qui viennent s'insérer dans le quotidien de différentes minorités. Oui, tout à fait. Merci d'avoir ajouté ça, parce que c'est vrai que je pensais exactement à ce genre de choses. C'est vrai que souvent, c'est important d'avoir une action, même avant l'action, d'avoir une structure qui essaie de faire quelque chose, mais est-ce que les personnes qui sont dedans ont la conscience, ont la connaissance pour mener tout ça à bien et dans le bon sens, parce qu'on peut totalement dévier si c'est mal organisé, structuré et représenté également. Du coup, Vanessa, et peut-être pour répondre à ce que Shalanda a dit tout à l'heure, est-ce que tu peux nous donner aussi quelques actions que vous faites? Est-ce que vous approchez des associations ou alors est-ce que vous faites tout à l'interne? Ouais, simplement qu'on ait juste une idée de ce qui est fait. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que, comme tu le disais dans ton introduction, c'est relativement récent. Donc là, ça fait 1 année que le poste que j'occupe a été créé, typiquement, et que le sujet est vraiment mis sur la table. Donc, il y a tout à mettre en place. Ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts, mais dans le type d'action, et pour rebondir aussi sur ce que je disais tout à l'heure, et l'importance de sensibiliser tout le monde et de s'assurer que le sujet soit vraiment l'affaire de tous, il y a vraiment d'abord la priorité, c'est de s'assurer qu'on parle tous le même langage. Donc il y a un volet éducatif qui est colossal, et c'est par là qu'on a commencé, définir quelles étaient nos priorités, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, pourquoi on avait envie de le faire. Le pourquoi, il est hyper important, surtout dans le cadre de l'entreprise. Je pense que c'est peut-être ce qui diffère aussi de la sphère plutôt société, mais le pourquoi, que ça ait du sens, que les gens comprennent l'histoire, c'est essentiel. Donc il a fallu cadrer tout ça, et puis ensuite vraiment s'attaquer à cette partie formation, éducation, sensibilisation. Donc ça s'est passé par la mise en place de e-learning à disposition de tous les collaborateurs. Ça passe par des ateliers justement de sensibilisation qui ont été créés en interne pour vraiment pouvoir toucher ce qui vient rythmer finalement le quotidien de différentes minorités au sein de l'entreprise et qui très souvent sont banalisées. Racisme et sexisme ordinaire, banalisés. Donc
pour s'en rendre compte, là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre les différentes équipes, tous les collaborateurs dans des situations concrètes. Donc ça, ce sont des choses typiquement qui viennent vraiment baliser finalement le terrain et puis s'assurer, encore une fois, qu'on parle le même langage. Moi, je crois beaucoup en ce volet éducatif parce que je pense que ça fait écho à un certain nombre de choses, dont la notion de privilège. On n'est pas tous pareils, on ne navigue pas dans la vie avec les mêmes avantages et tout le monde ne s'en rend pas forcément compte. Ça a des impacts sur la vie de manière générale et bien sûr dans le monde professionnel. Et je pense que cette prise de conscience, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est essentiel et pour moi, c'était par là exactement qu'il fallait commencer. Donc, dans notre début de parcours, c'est un petit peu là qu'on en est, vraiment dans cette affaire de sensibilisation, avec naturellement la nécessité d'avoir des dirigeants qui portent le message aussi. Parce que dans le monde de l'entreprise, et c'est le cas, je pense, dans différentes structures, en fait, si le top management ne porte pas le message, à un moment donné, comment tu veux que ça cascade sur le reste de l'organisation. Ouais. Et ça, c'est super important. Et on peut y croire pour différentes raisons, je pense. Ça peut être tout simplement humainement parlant, parce qu'on est intimement convaincu que ce sont des sujets importants, qu'il faut les adresser et qu'il faut les adresser correctement. Et ça peut être tout simplement d'un point de vue business, parce qu'à un moment donné, même si tu n'as pas été exposé à certaines situations, et que tu n'as pas un entourage qui est particulièrement divers, qui aurait pu t'aider à comprendre un certain nombre de choses, eh bien, à un moment donné, même si tu ne crois pas en ces sujets-là pour des raisons, je dirais, humaines, il faut y croire pour le business. Ouais, c'est vrai. Parce que ça vient toucher le chiffre d'affaires, ça vient toucher le porte-monnaie, et c'est là que ça fait mal. Évidemment. Voilà. Ok, très bien. Je vais enchaîner avec une deuxième question, et peut-être tu nous diras si vous avez aussi pu... Est-ce que vous avez pu appliquer ces choses-là sur les phases de recrutement aussi, par exemple? Parce que, et là, j'en viens à ma question. Donc, on n'a pas besoin de tourner autour du pot. Il y a plusieurs études, d'ailleurs, en Suisse qui ont prouvé que c'était beaucoup plus compliqué de trouver du travail pour les enfants d'immigrés avec un nom étranger. J'ai vu une stat l'autre jour qui disait que les candidats politiques avec un nom étranger obtiennent 5% de moins de voix, pour l'anecdote, juste par leur nom. Donc, avec ta position, comment on fait pour pousser le premier domino, en fait, de cette problématique? Je pense qu'il faut s'attaquer vraiment à la source. Et encore une fois, je reviens sur cette notion de privilège, mais c'est important que les personnes qui soient impliquées dans les processus de recrutement, que ce soit des responsables de ressources humaines ou des managers, puissent avoir bien conscience de leurs biais, des privilèges qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, et qu'ils en soient suffisamment conscients pour s'assurer que dans le cadre du processus de recrutement, ça ne vienne pas polluer le processus. Pour ça, je pense que c'est une première chose. Donc, on revient sur ce côté sensibilisation, éducation, etc. Ensuite, je pense qu'il y a un autre point qui est assez important. C'est bête, mais c'est la façon dont on rédige une fiche de poste. Aujourd'hui, il y a tellement d'éléments de langage qui vont faire que tu vas inclure ou exclure une partie de la population. Mais de nouveau, il faut en avoir conscience. Donc là, il y a différents outils qui existent en plus aujourd'hui qui permettent de screener une fiche de poste et s'assurer qu'elle soit inclusive, qu'elle parle à tout le monde et que du coup, elle n'envoie pas déjà le message à une certaine population de « en fait, c'est même pas la peine ». Donc rien que déjà au niveau de la fiche de poste, je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis ensuite, vraiment, je pense, encore une fois, toute la partie liée au biais. Pour moi, je trouve ça assez essentiel. Et essayer de s'assurer que dans un processus de recrutement, pour mitiger les biais et leur impact, eh bien, on ait différentes personnes qui soient impliquées et qui soient à même de pouvoir contribuer à la prise de décision. Si ce sont que des personnes qui se ressemblent et qui ont un certain nombre de biais, j'ai fait telle école, je sors de telle grande université, donc forcément, si j'ai un CV de quelqu'un qui sort de la même université, il est forcément génial. Ça, c'est des choses, ça reste humain, hein. On va vers ceux qui nous ressemblent, voilà. Bien sûr. Très souvent, c'est le premier réflexe. Donc, pouvoir avoir, je pense, différentes personnes
qui viennent contribuer à mitiger l'impact des biais, c'est essentiel. Et puis ensuite, je pense avoir des partis pris. Tu me donnais les statistiques sur certaines populations. Je pense que ça, c'est le choix de chaque entreprise, de chaque employeur, d'un moment donné, assumer que, OK, dans ma structure, j'ai peut-être pas suffisamment de diversité aujourd'hui. J'en veux plus, c'est important parce que ça amène un certain nombre de choses à mon business. Donc, je vais aller chercher ces personnes-là, là où elles sont. Si aujourd'hui, elles ne viennent pas à moi, j'irai les chercher là où elles sont. Donc, il y a des campagnes aussi de recrutement qui peuvent tout à fait être imaginées pour aller à la source et puis être beaucoup plus friendly sur ces populations-là. En tout cas, merci. C'est intéressant, je trouve, d'entendre ce que vous faites. Alors, on est encore au début, ça fait une année, Bien un sûr. peu plus, etc. Mais je serais en tout cas curieux d'entendre ce qui viendra dans le futur parce que même si pour certaines personnes qui dirigent une entreprise, c'est l'aspect business qui les motivera pour d'inclure plus, etc. Au final, je trouve que c'est important de donner la chance à tout le monde et que même ces personnes qui pourront aller dans les entreprises pourront se développer, auront des chances qu'ils auraient peut-être pas pu avoir, etc. Enfin, je veux dire, on a tous été dans des recherches de travail, on a tous été dans la paranoïa de est-ce que c'est parce que, etc. Et le fait d'entendre que des choses comme ça sont mises en place, je trouve ça encourageant pour les futures générations et même pour nous, parce que évidemment, qui c'est qui reste dans le même job 50 ans, quoi. C'est sûr. Et si je peux peut-être juste Bien compléter un dernier élément, parce que ça, je l'entends très souvent. Ah, mais du coup, quand on est sur ces sujets-là, ça veut dire que forcément, il faut aller vers des quotas. Forcément, ça met un petit peu en péril tout ce qui est méritocratie. Donc, je ne vais pas prendre le profil avec les meilleures compétences, mais je vais prendre celui qui vient cocher la case de la diversité. C'est une conviction que je n'ai absolument pas. Et aujourd'hui, je continue de croire énormément à la méritocratie et effectivement de pouvoir choisir les profils les plus compétents. Mais encore une fois, là où je pense que on peut tous faire mieux, en tout cas dans le monde professionnel, c'est de s'assurer que les shortlists de candidats qu'on a, à un moment donné, quand il faut faire un choix, s'assurer qu'on a aussi une liste qui soit diverse. Et que le choix puisse se faire avec des profils à qui on a donné une chance et pas simplement avec des profils identiques et se retrouver à alimenter encore une fois le manque de diversité d'une certaine façon. Merci. Du coup, Shalanda, c'est vrai que cette problématique qu'on vient de mentionner, elle est également visible dans d'autres aspects de la société, recherche d'appartements, etc. etc. Quelle solution tu vois pour sensibiliser les gens à cette problématique qui peut pousser des gens à la précarité? Est-ce qu'il y a des choses aussi que vous avez fait avec Réflexion décoloniale, si je ne me trompe pas? Alors, juste que je resitue. Bien sûr. Réflexion décoloniale, oui, cette fois. Du coup, ce que tu me demandes juste pour être sûr que je comprends, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui devrait être fait. Ouais, exactement. Assurer qu'en fait chaque personne a leur place en fait au niveau de. Exact, ouais. Donc, tu peux même déjà commencer par peut-être ce que vous avez fait avec Réflexion décoloniale. Et puis peut-être on arrivera à des réponses aussi par ce chemin-là. Alors, là c'est parti un peu différemment que l'AEA, mais ça peut se ressembler dans des objectifs un peu plus à long terme. Mais à court terme, c'était suite à une pétition pour déboulonner et rebaptiser Karl Vogt à l'université de Genève. Pour toutes les raisons qui va avec, c'est-à-dire ça me choque encore de savoir qu'il y a... Et d'ailleurs, c'est une super... Je suis désolé de te couper, c'est une super référence que tu me fais parce que l'épisode d'avant était avec Chaka qui a fait le boulevard du Village Noir, donc super, merci. Du coup, voilà, je pense que Chaka a... Je n'ai pas encore écouté, que je l'écoute, mais je pense que Chaka, en connaissant et en ayant déjà entendu les prises de position de Chaka, a bien expliqué en fait la violence, en fait, ce que c'est l'histoire coloniale et la présence de l'histoire coloniale dans la matérialité de l'espace public. Donc c'est parti de là, ce qui a découlé en fait sur un autre aspect. Encore une fois, je suis plus à l'université, donc tout ce je suis moins dedans. Je sais qu'il y a des personnes qui continuent à militer pour ça, et quand j'ai la possibilité, j'essaie de le faire aussi. Et c'est vraiment en fait d'expliquer comment en fait la colonialité, le racisme, elle est inclus en fait dans les espaces de savoir.
là, on parle de l'université, mais on peut parler aussi de la primaire, du cycle. Et je pense qu'un truc, comme tu disais, c'est vraiment l'éducation. Et si on ne commence pas par l'éducation, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que les personnes qui vont choisir les personnes pour entrer au travail sont les personnes qui sont remplies de biais racistes, sexistes. Enfin, voilà. On est dans une société patriarcale, dans une société raciste. Voilà. C'est la culture même dans la société dans laquelle on vit est validiste et classiste. Du coup, c'est la société dans laquelle on vit. Donc, tout le monde est imprégné par ça. Nous-mêmes, on est imprégnés par en fait, toutes ces biais, ces préjugés et ces violences qu'on porte en nous. Et si, du coup, on n'a pas un travail, en fait, comme peut-être nous, on a dû faire nous-mêmes, de reconnaître ça et de travailler en fait sur les biais qu'on a pour pouvoir aller de l'avant et avoir une manière de penser et d'agir qui est beaucoup plus égalitaire. Si on l'a pas fait, on sera toujours inscrit avec tous nos biais. Donc si on retrouve des personnes qui, comme tu disais, ne seront jamais confrontées en fait à se poser ces questions dues par leurs privilèges ou dues par les environnements où ils ont évolué, c'est-à-dire ces personnes vont embiber en fait toutes ces violences et toutes ces préjugés et discriminations. Et du coup, c'est les personnes qui vont choisir si tu vas travailler à un endroit ou pas. C'est ces personnes qui vont avoir des pouvoirs décisionnels qui sont très dangereux en fait pour la société. Du coup, là, c'est vraiment... Nous, c'est à l'université. Mais j'enlève pas du tout le fait que c'est des choses à vraiment travailler, que ce soit à l'école primaire, aussi. Les profs produisent de la violence raciste. Les profs produisent de la violence coloniale, sexiste. Enfin, on a tous été en face à deux profs qui ont dit des choses tellement problématiques mais qui ont été banalisées. Et ça, c'est des personnes qui ont une responsabilité sociale. On ne parle pas d'une personne, par exemple, qui n'a pas un impact en fait, sur la construction du savoir et la construction de l'apprentissage à l'adulte d'un enfant. On parle de personnes qui sont quand même une grande responsabilité, en dehors des parents. Mais c'est quand même l'autre intermédiaire qui est très important. Donc la responsabilité sociale des profs, c'est aussi de se déconstruire pour éviter qu'eux ils reproduisent ces violences. Mais c'est pas du tout considéré. Enfin, c'est juste qu'ils se battent. J'ai un blanc à l'HEP à Lausanne, la FEDA. J'ai un blanc, désolée, qui commence à travailler là-dessus, sur ces questions-là à l'HEP. Mais c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et nous, à l'université, où on disait dans l'autre pan, c'est que je pense qu'à l'université, ils ont toujours ces grands discours que c'est les nouveaux décideurs de demain. Mais en fait, vous faites des décideurs fucked up. Enfin, désolé, mais vous faites des décideurs en fait, qui ont que appris un savoir blanc et eurocentré. C'est des décideurs qui n'ont pas du tout appris à déconstruire, en fait, que ce soit au niveau de la médecine. Il y a une médecine qui est basée sur en fait, la culture blanche, le corps blanc et les symptômes de personnes blanches dans une culture blanche. Ça crée des dégâts et ça crée des décès. Enfin, on ne se rend pas compte de l'importance que c'est de déconstruire tout ça. Je ne sais pas si je fais trop. Non, vas-y. Et du coup, et c'est aussi par rapport aux hommes. C'est-à-dire qu'il y a une médecine qui a été basée sur le corps masculin. Mais c'est une médecine qui a été basée sur le corps cisgenré. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes trans? C'est toutes des violences où ça crée des dégâts. On a des personnes qui deviennent profs, on a des personnes qui deviennent psychologues. C'est une psychologie qui est basée sur le psychisme d'une personne qui a été construite dans une société blanche et blanc. Qu'est-ce qu'on fait des personnes d'un parcours migratoire? Il y a petit à petit des choses qui se font, mais ce n'est pas la principale chose qui est apprise. Il y a des personnes qui vont travailler dans des organisations internationales et qui n'ont que appris que c'est le savoir blanc qui est validé. Enfin, et moi, j'ai fait en socio-économie, développement, migration. Je n'ai que appris un savoir blanc eurocentré, occidentalocentré, sans rajouter les États-Unis et le Canada. Ça veut dire que tout mon apprentissage, j'ai valorisé seulement le savoir blanc. Tout mon apprentissage, ça veut dire que j'ai valorisé l'être blanc. Et ça veut dire qu'est-ce que je fais maintenant quand, par exemple, je travaille pour des organisations internationales qui travaillent avec des personnes, des populations qui sont, par exemple, dans des régions qui ne sont pas occidentales. Ça veut dire que je n'ai pas validé. Enfin, c'est toute une construction qui renforce ça. Et du coup, ce seraient les patrons. Les patrons qui vont décider si une telle personne va venir telle personne qui a étudié, imaginons, qui a fait ses études au Kenya, qui a des super universités, est-ce que cette personne va pouvoir avoir les capacités? Ils vont dire non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a que appris à renforcer une colonialité, une néocolonialité dans notre savoir. Et à l'université, c'est fort. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Et si on ne commence pas à déformer, parce que finalement, les personnes qui décident, c'est des personnes blanches. Donc, on a beau prendre une personne, peut-être parce qu'on va faire un truc de quota, une ou deux personnes qui ont tout à fait le mérite, parce que, comme tu disais, le quota, c'est pas une question de on prend parce qu'il faut prendre. On prend une personne qui a les mêmes mérites de quelqu'un, mais cette fois-ci, on décide de plus prendre la couleur comme un billet négatif. Mais du coup, on le prend à égalité avec une personne blanche. Mais ça veut dire qu'il y avoir une ou deux personnes, mais c'est toute une structure qu'il faut repenser. Tant qu'on ne repense pas la structure, en fait, ça va juste être des personnes qui vont avoir des responsabilités énormes. Parce
Même je pensais par rapport à la représentativité. Le poids de la représentativité, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais d'être des fois les seules personnes issues de groupes minorisés, c'est énorme. Que ce soit des personnes aussi au niveau de la politique. Enfin, tu as parlé avec Véronica, avec Samsung, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un truc qui est lié à des personnes minorisées, d'un coup on va les appeler, d'un coup on va leur demander. Ils doivent porter un poids énorme et c'est épuisant. Mais ça, c'est fait aussi parce qu'en fait, on sélectionne toujours une personne. Il y a une volonté qu'on va prendre une personne noire et on va se dire ok, c'est bon, et cette personne noire va prendre tout ce poids là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment en tout cas nous ce qu'on luttait, c'est vous avez beau changer le nom Karl Vogt, vous avez beau déboulonner, mais si la structure à l'intérieur elle est toujours raciste et coloniale, ça sert à rien. Enfin, c'est la violence d'avoir la matérialité comme ça, elle est transcendante, mais la violence que vous instituez de reproduire en fait, d'être une institution qui reproduit toujours cette culture en fait coloniale. Et du coup, vous vous étiez engagé donc, pour le déboulonnement du nom du bâtiment qui a été appliqué, hein, si je ne me trompe pas. Alors, le déboulonnement, ils n'ont pas déboulonné, ils ont changé le nom du bâtiment. Exact, ouais. Et je crois qu'il n'a pas de nom, il n'a toujours pas de nom, je crois, le bâtiment. L'Université de Genève. Oui, exactement. Ouais. Ils vont faire. Voilà. Encore une fois, je donne mon avis, hein. Je suis sûre que ça tu peux y aller. Mais vraiment, d'une manière qui a été faite toujours en excluant en fait les personnes les plus concernées. Quand on parle de Karl Vogt, il a tapé sur tout le monde. C'est-à-dire, voilà, il a tapé sur les questions raciales, validistes, classistes et patriarcales. Mais où c'est violent, c'est que Karl Vogt, il a participé vraiment à l'exposition et à la circulation des théories racistes. La raciologie, cette scientificité qui est complètement erronée sur la séparité des races. Et du coup, les personnes les plus victimisées et les personnes les plus opprimées par ça, c'est les personnes noires à l'Université de Genève. Vous faites quelque chose comme ça en 2015, vous baptisez ce nom-là, pourquoi vous incluez pas les personnes que vous avez lésées? Et pour moi, c'est la réparation. Et là, du coup, on parle de réparation. On ne parle pas forcément de réparation économique, mais symbolique. Qu'est-ce que vous faites? Mais pour ça, il faut que les personnes qui sont dans la direction, qui sont au bureau l'égalité et la diversité, soient conscientes de ça. Et là, on face à des personnes qui ne sont pas conscientes de ça. Et là, du coup, en fait, on ne peut rien faire. Enfin, nous, on a discuté avec la direction, on peut dire, voilà. Et je pense que c'est des conversations que les gens n'ont pas le vocabulaire. En fait, ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas la compréhension, et on est face qu'à des personnes blanches. Donc, c'est même pas qu'on est face à une personne dans ce système qui est une personne afrodescendante, qui aurait en fait l'expérience sociale qui leur donnerait les compétences de comprendre. On est face à des personnes qui n'ont pas l'expérience sociale, et en plus, ils n'ont pas les connaissances théoriques et intellectuelles. Donc. Et pas les volontés de les acquérir, apparemment. Voilà, exactement. Du coup... franchement, c'est un mur de... Enfin, franchement, ouais, c'est assez intense hein, ce que tu viens de nous expliquer. Et c'est vrai qu'on était tous là à t'écouter. Parce que c'est vrai qu'on se disait, mais c'est vrai. Et puis quand tu as fait référence à être la seule personne afrodescendante, on a tous vécu ça. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et bon, ben, le nom a été enlevé, mais on verra ce qu'ils feront par la suite. Donc ça, c'est un des projets que vous avez mené. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites avec Réflexion décoloniale? Non, alors c'était vraiment peut-être lié, pas quand il y était. Hein, après, on avait participé en dehors à un groupe pluridisciplinaire de la ville sur l'héritage colonial et raciste dans l'espace public à Genève. Ouais. Est-ce que c'était celui qui était lié au postulat qui a été mis en place Voilà, et qu'il y a eu un livre qui a été fait par... Ouais, exact, ouais. Voilà. Et du coup, il y avait ça, il y avait eu un deuxième volet en ce moment, enfin, qui vient de finir, qui était plutôt... Alors avant, c'était vraiment sur un état des lieux, en fait. Et à Genève, il y a énormément d'espaces publics avec des typonymies, donc les noms de rues, avec des statues, des bustes et tout ça... qui sont liés à des personnes. Parce que la Suisse, elle était aussi un centre colonial qui était hyper intense. Enfin, même quand on parle de l'horlogerie ou du luxe, le luxe, elle a été... Enfin, qui demande maintenant voilà, qui pense ces questions-là, c'est important parce qu'en fait, d'où viennent les minéraux? D'où viennent l'enrichissement de la Suisse qui n'avait pas de richesse? Enfin, c'est des questions que lorsqu'on creuse, il y a pas mal de livres qui ont été faits dernièrement là-dessus, et depuis quelques années, en fait, enfin, c'est su que beaucoup de richesses en fait des grandes familles suisses ou de luxe ou du cacao, enfin voilà, tout ça c'est lié en fait à une entreprise coloniale que la Suisse elle été directement impliquée dedans, pas étatiquement mais dans sa richesse. Mais du coup on a participé à ça à la ville, et la ville elle est en train de réfléchir à des mais encore une fois c'est les dirigeants l'ancien dirigeant et les dirigeants actuels le maire
de Genève, qui ont voulu mettre ça en place. Donc, encore une fois, c'est la volonté des personnes au-dessus, mais toujours avec des difficultés politiques. C'est-à-dire que tu as beau vouloir mettre des choses en place, mais en fait, il y a quand même tout un groupe politique, plutôt d'extrême droite ou de droite, ou des fois libérale, qui, c'est pas du tout leur priorité. Donc, pourquoi on va s'intéresser à ça? Enfin, voilà, on tue l'histoire suisse. Enfin, c'est pas... Du coup, voilà, il y a toutes ces questions-là, mais avec une volonté de faire quelque chose au niveau, ou de changer des noms, ou de faire des processus. Je ne sais pas où ça va aller. C'est déjà mieux que ce que l'université a fait, mais il faut aller plus loin. Enfin, on est dans une salle qui questionne ça, où il y a 15 personnes et 4 personnes non blanches. Enfin, et on parle de questions de colonialité et de racisme. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut aller plus loin. Enfin, lorsqu'encore, dans les bureaux d'égalité à Genève, il n'y a que des personnes blanches, voire une personne noire qui a... Enfin, voilà. Et encore, et lorsque tous ces bureaux sont remplis de personnes blanches, sont de classe supérieure, les questions de genre, elles sont là. Mais les autres questions par rapport aux autres personnes minorisées, que ce soit religieux, culturelles, raciales et tout ça, elles ne sont pas là. Et pour moi, ça montre, en fait, on voit ce qui se passe, le design de ce qui se passe et le design de qui occupe ces places-là, qui réfléchit l'égalité. En tout cas, merci de nous avoir expliqué tout ça. Je pense que c'était un bon rappel pour tout le monde et espérons que ça avance pour ces différents combats pour les différentes minorités. On va revenir avec une question pour toi, Vanessa. Alors, est-ce que le travail que tu mènes quotidiennement, donc tu nous as expliqué ce que tu faisais, principalement pour l'instant établir un socle, un background qui puisse permettre à tout le monde d'être conscient et effacer, disons, les biais, etc. Est-ce que aussi dans ton travail et dans ce travail de fond, il y a une volonté d'éviter les campagnes publicitaires maladroites, par exemple. Et là, j'ai envie de citer H&M et les petits singes, ou encore, évidemment, le fameux cas Maniac à Lausanne. Hot topic. Très bonne question. Et alors, effectivement, l'idée, c'est que ça ne reste pas cantonné simplement au niveau des employés. Encore une fois, moi, je suis intimement convaincue, et c'est ce qu'on essaye de véhiculer, c'est que cela concerne tout le monde. Donc, si ça concerne tout le monde, ça veut dire que ce n'est pas un sujet de ressources humaines, c'est un sujet marketing, c'est un sujet de production, c'est un sujet digital, produit. Enfin voilà, ça vient toucher à toutes les sphères de l'entreprise. Et chaque sphère est à même de pouvoir infuser de la diversité et de l'inclusion dans son domaine d'expertise. Donc non, c'est essentiel. C'est essentiel pour éviter des campagnes absolument désastreuses. Des exemples, il y en a... Enfin voilà, il y en a à l'appel. Tu mentionnais H&M, et effectivement, pour celles et ceux qui ne se souviennent peut-être pas, c'était la campagne... avec ce petit garçon noir qui portait un hoodie vert sur lequel était inscrit « The coolest monkey in the jungle ». Ça, avec une personne à côté, un enfant blanc, exactement. Habillé avec un t-shirt où c'était mis Safari, si je ne me trompe pas. Exactement. Enfin, là, cas d'école, quoi. On est vraiment dans exactement, je pense, ce qu'il ne faut pas faire. Et dans un exemple qui nous rappelle encore une fois à quel point c'est important d'avoir des personnes qui sont représentantes de différentes diversités. S'il y a 5 personnes, 10 personnes, toutes pareilles, en l'occurrence, peut-être dans ce cas précis chez H&M, toutes blanches, autour de la table, il y a quand même une forte probabilité qu'effectivement, un pull comme ça passe sans problème. Il n'y a personne qui, à un moment donné, va lever la main autour de la table pour dire « Non mais les gars... » Ok, peut-être l'intention, c'est pas ça, d'accord. Ça peut pas toujours être le stagiaire. Mais ça... on est d'accord. Ça peut pas toujours être le stagiaire. Sinon, il y a beaucoup de stagiaires. C'est terrible. Nous, on galère à trouver des places de stage. Je me rappelle à l'époque. Et là, c'est toujours le stagiaire. Franchement. C'est qui, lui ? Donc non, ça rappelle encore une fois à quel point c'est important d'avoir des équipes qui soient diverses, parce que justement, toute cette diversité-là, qu'elle soit en termes de façon de penser, d'expérience, de culture, enfin voilà, toute cette diversité, c'est une richesse, parce que à un moment donné, ça vient servir le business et ça vient lui éviter
des épisodes absolument catastrophiques, comme Inconnu H&M, comme il y a eu plus récemment avec Maniac. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'on plonge dedans. Oui, on peut rentrer. Tu peux totalement nous donner peut-être une vision professionnelle de ce qui s'est passé. Franchement, Maniac, pour moi, alors, on est en plein dans l'exemple absolument aberrant qu'on est encore choqué, offusqué de voir en 2023, où on a envie de se dire non mais c'est pas possible. Comment est-ce que encore une fois, je pense qu'on est beaucoup et d'ailleurs des personnes afrodescendantes, mais pas que, parce que je me souviens avoir un peu lu les commentaires sur les réseaux sociaux et il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément afrodescendantes qui étaient tout autant indignées, choquées, etc. Et le cas Maniac, il est intéressant parce qu'à nouveau, cas d'école, en fait, d'un point de vue humain, je pense qu'il n'y a pas à débattre. Ça se fait pas, on veut plus voir ça. Enfin, c'est juste, ça n'a pas sa place absolument nulle part. Et d'un point de vue business, mais encore moins, parce que à nouveau, si t'es pas convaincu, humainement parlant, que ces choses-là n'ont pas leur place dans une vitrine, d'ailleurs dans n'importe quel espace, voilà, c'est une chose. Si tu n'as pas été exposé dans ta vie à différentes situations et que tu as même de comprendre ce que peuvent ressentir, vivre certaines personnes issues de différentes minorités, ok. Mais à un moment donné, tu dois au moins le faire, tu dois au moins prendre conscience parce que ça va potentiellement avoir un impact sur ton business. Ouais, totalement. Parce que tes clients, ils rentrent dans ta boutique, dans ton magasin, c'est pas des porte-monnaies ambulants en fait. C'est des personnes, ce sont des êtres humains avec des valeurs, avec les gens aujourd'hui achètent de plus en plus avec justement avec leurs valeurs et c'est important de prendre tout ça en compte. Donc vraiment, pour moi, il y a zéro excuse. Encore une fois, si t'es pas touché humainement, si t'as pas été exposé à ça, et j'ai envie de dire pas de problème. C'est vraiment d'un point de vue business que je regarde cette situation. Pas de problème. Humainement, ça te parle pas de souci. Mais d'un point de vue business, tu penses à ton chiffre d'affaires, à un moment donné, tu te dis non, vaut peut-être mieux pas partir sur ce terrain-là parce que potentiellement, ça va pas m'amener des bonnes choses en fait. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Et je tiens quand même à préciser aux auditrices et aux auditeurs que Vanessa là, nous a fait une réponse avec une vision professionnelle business. Totalement. Les exemples qu'elle a donnés et les explications qu'elle a données sont liées à ça. Tu voulais ajouter quelque chose sur ce cas, Shalanda ? Non, merci aussi à l'AEA. Ouais, exactement, je voulais faire la référence. Ouais. Qu'ils ont publié ça avec toutes les violences que ça inclut. Je pense que c'est important de dire aussi que beaucoup de gens sont d'accord, beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Et du coup, le fait qu'une association décide de divulguer ça et montrer la violence, ça fait qu'en fait, ils reçoivent beaucoup de violence. Et du coup, ça, on ne se rend pas compte, en fait. C'est que de dénoncer en fait, des violences racistes ou des violences intersectionnelles, beaucoup de gens, ça leur dérange. Et beaucoup de gens vont ensuite avoir des paroles hyper violentes et avoir des comportements hyper violents envers les protagonistes. On peut voir même dernièrement avec Samson, vu qu'il était venu. Exactement. Voilà, c'est un risque en fait de dénoncer les choses qui se passent. Et du coup, ça met beaucoup de vulnérabilité. Donc voilà, bravo à eux d'avoir eu ce courage, d'avoir dénoncé. Et puis surtout d'avoir continué à porter le projet après. Parce que, évidemment, alors j'ai vu sur les réseaux qu'il y a eu des lives, qu'il y a eu des choses qui sont passées. Et ils sont allés plus loin, ils ont essayé d'avoir une discussion, etc. Et ils sont allés jusqu'à la plainte, si je ne me trompe pas. Alors je sais qu'aussi Samson et un autre élu ont rejoint le projet, enfin pas le projet, la procédure pour soutenir l'AEA, mais en tout cas, bravo à eux d'avoir divulgué et surtout ensuite continuer de porter le projet jusqu'à la plainte. Vas-y. Je pense que j'aimerais rajouter, je pense que des fois, ce qui est encore plus violent que l'acte, c'est la réponse à cet acte. Totalement. Et du coup, souvent, les gens, ils sont du style ah, mais au moins, ils auraient pu parler. En fait, souvent, tu parles aux gens avant. Ça veut dire que c'est pas le call-out, comme on appelle, que des gens ils sont contre. En fait, le call-out, c'est souvent le dernier médium qu'on utilise suite à ce qu'en fait, les voix n'ont pas été écoutées et la dignité des personnes n'a pas été respectée. Donc, c'est vraiment the last process que tu dois faire afin, en fait, d'être écouté et visibilisé. Donc, vraiment, c'est souvent la réponse. Et en fait, c'est ça. Je trouve que d'autant plus... moi, je ne suis pas du tout business, mais d'autant plus business, tu fucked up, ta réponse, elle doit être carré. impeccable. Et c'est là, en fait, tu vois que vraiment, il y a
il y a un racisme ordinaire tellement inscrit dans les gens. Il n'y a aucune personne dans l'équipe qui ont les capacités de répondre à ça. Et ça donne des trucs fucked up. Enfin, Totalement. Ben, moi, très honnêtement, et je pense qu'on en a tous parlé avec notre entourage, etc. Alors, la vitrine, bien sûr, j'étais choqué, mais on en voit tellement de ces choses arriver, puis après, c'est toujours la même histoire, le stagiaire, comme j'ai dit tout à l'heure, etc. Mais enfin, bref. Mais la lettre d'excuse, moi, c'est ce qui m'a presque le plus choqué, parce que c'est vraiment le moment où il fallait plus rien dire on est désolé, on va faire ça pour essayer de régler, et fin. Et là, ils ont essayé de se justifier que ça ne l'était pas, raciste pour telle raison, parce qu'on soutient les minorités, etc. Et c'est vraiment là, je pense, qu'ils ont plongé au fond. Après, ça n'engage que moi. C'était une opportunité, en fait, exactement, qu'ils avaient de pouvoir s'en sortir, s'éduquer. Ouais. Je pense qu'il y a eu une vraie main tendue. Et pour le coup, ça n'a pas été saisi. Et d'un côté, tu as envie de dire, mais en fait, je pense que soutenir ce qu'un collectif comme les étudiants afrodescendants de Lausanne fait, c'est une chose et c'est très bien. Mais j'espère vraiment qu'avec des exemples comme celui-ci, on se rend bien compte qu'on a tous et toutes un rôle à jouer. Et qu'à un moment donné, pour soutenir aussi ces personnes qui, comme tu le disais, prennent des risques quand même à prendre ces positions-là, voilà, nous, on a aussi tous un rôle à jouer et utiliser le porte-monnaie. Exactement. Il faut aller toucher là où ça fait mal. Donc, si vous faisiez votre shopping chez Maniac, voilà. Très bien. Écoutez, on arrive presque à la fin, hein. Mais avant ça, je vais poser une dernière question à toi, Shalanda, puis après on va passer les 3 questions que je pose à tous les invités. Donc j'ai mentionné les différents projets que tu as menés ou que tu menais. Avant qu'on termine, je voulais quand même qu'on parle de Zagaza. Donc comme j'ai dit, le collectif multidisciplinaire qui rassemble danse, musique, DJing pour les personnes queer et les femmes afrodescendantes. C'est juste, hein? Oui, on dit femmes des fois, mais femmes, c'est... pardon. Mais ça va bien, c'est vraiment toute personne qui s'identifie en quoi faire. Ah, ok, pardon. Donc c'est un vocabulaire plus large. Ok, très bien. Et du coup, peut-être tu peux nous expliquer ce que vous faites, simplement pour présenter aux gens qui ne connaissent pas. Bon, alors, shout-out à Irma, à Tania, qui font partie du collectif avec moi. Donc, on fait plusieurs choses. Donc, je pense que c'est intéressant de dire que j'essaie de voir comment je peux le présenter pour que ça rentre dans le sujet et que ça concerne un peu ce qu'on dit. Parfait. Du coup, en fait, je pense que, comme on a dit, on est beaucoup plus dans la scène du clubbing, mais on a aussi des fois des résidences où on pense un peu plus loin ce qu'on veut faire dans Zagaza. Mais clubbing, du coup, on a voulu mélanger en fait qu'est-ce qui signifiait le clubbing, et du coup, on a souvent le DJ, mais en fait, dans les cultures afro-descendantes, le clubbing, c'est aussi avec le MC, enfin la personne... l'ambassadeur, l'ambassadrice de soirée, qui est très important, et aussi des personnes qui performent. Et ça, on trouve aussi dans donc, c'est quelque chose qu'on a voulu ramener en Suisse, dans les formes du clubbing, qui ne sont pas toujours très... voilà, on voit rarement en Suisse, en tout cas, des aspects comme ça dans la manière de penser le clubbing. Mais les espaces ne sont pas non plus faits pour ça, parce qu'il y a rarement des fois des scènes et tout ça. Du coup, c'est ça, mais il y a aussi tout le truc où on essaie d'être un peu un laboratoire où toute personne, surtout afro-descendante, ou femme, ou queer, puisse en fait venir. Du coup, ça serait vraiment pour toucher les personnes minorisées dans les espaces d'art, mais multidisciplinaires, c'est-à-dire que vraiment même au niveau de la direction artistique. À travers ça, on a politisé, c'est-à-dire qu'on a fait un travail de politisation. Bon, déjà, pour moi, c'est très important de dire que l'être est politique, c'est-à-dire déjà d'être... une femme ou une personne non hétéro-cis dans un espace de clubbing, une personne racisée dans un espace de clubbing, des fois plutôt blanc ou plutôt hétéronormé et cisgenré, c'est déjà un acte politique de être là. Donc je pense que ça, c'est important de le dire. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie ici de réfléchir où Tania, c'est une des membres qui a beaucoup réfléchi sur ces questions-ci, sur le care, qui fait tout un travail là-dessus de son côté et qu'elle elle a amené un peu son savoir, et à travers les 3, on a essayé de réfléchir en fait qu'est-ce que ça signifie en fait le soin. Quand on parle de care, c'est vraiment la pratique afroféministe en fait de repenser le soi dans les espaces et pensons les espaces comme
on pense l'espace souvent comme un truc neutre, mais l'espace, c'est rempli de relations. Donc, comment, en fait, les relations créent l'espace et comment, à travers l'imbrication, en fait, de relations, des rapports de pouvoir, de force, d'énergie, de tout, en fait, on peut penser, en fait, à des espaces un peu plus safe. On ne dit pas safe space parce qu'on considère qu'aucun espace ne sera jamais safe parce que tout le monde vit des violences différentes et intersectionnelles, mais c'est de penser comment on peut les rendre les plus justes. Et je pense que c'est un peu... pas similaire, mais ça peut ressembler un peu à comment on repense même l'environnement de travail. Totalement. Et de se dire en fait comment on crée un environnement qui fait que tout le monde à travers leur identité puisse être accepté et puisse être bien. Et que finalement toutes les violences qui sont face à les multiples identités, elles soient en fait en prévention. Le but, ce serait pas... Bon, si elles arrivent, ça serait de les réprimer, entre guillemets, ou de les shout-out, enfin de dire, voilà, ça, c'est pas bien. Mais le but, c'est de les prévenir. Donc, comment on prévient? Donc, des fois, c'est les histoires de... Enfin, les histoires, c'est les volontés de faire de la mixité choisie. Du coup, on fait de la mixité choisie pour les personnes qui vivent une sorte de violence intersectionnelle. Ça peut être, par exemple, pour des personnes queer et racisées. Voilà, imaginons, ça peut être pour un espace pour femmes, toutes personnes qui se présentent femmes et noires. Enfin, voilà, c'est des espaces où on se dit, il n'y a pas les personnes qui sont auteurs d'oppression et du coup, ça affectera moins l'espace. Donc, le bid, on ne peut pas. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut réfléchir sur comment on évite que ça arrive. Les sécuritas, on sait que souvent les sécuritas ne sont pas les personnes les plus à même de répondre à ces problématiques-là. Ça serait plutôt de la répression pour autre chose. Du coup, comment à l'intérieur on amène en fait des espaces, des personnes de bienveillance qui peuvent essayer de déjà voir que ça n'arrive pas. Et je pense que le plus important c'est la prévention. C'est pas que ça arrive déjà ça arrive et qu'on réponde correctement et avec beaucoup de bienveillance, mais c'est éviter que ça arrive. Donc qu'est-ce qu'on met en place dans la soirée, comment les gens ils rentrent chez LE. C'est tout un travail qu'on est en train de réfléchir mais qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Et du coup, voilà, c'est de repenser en fait le clubbing dans l'art quand on le fait. Mais c'est aussi à travers des pensées en fait de qui détient l'art. Et je pense que c'est là où maintenant on arrive un peu plus à après ces quelques années, ça revient à nouveau à qui détient, encore une fois. C'est après quelques années maintenant d'avoir circulé en fait dans les espaces d'art, dans les festivals, dans des théâtres. En fait, le même problème se retrouve, c'est les mêmes personnes qui détiennent toujours tout. Et quand je dis mêmes personnes, je dis les mêmes personnes qui détiennent les mêmes identités sociales. C'est-à-dire des personnes blanches, des personnes... il y aurait peut-être un peu plus de personnes queer dans le monde artistique, mais ça reste assez rare, encore une fois, dans des positions plus hautes. Ce sont des personnes souvent de classe bourgeoise, ou en tout cas de classe moyenne assez élevée. Et en fait, c'est encore eux qui détiennent. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, et c'est là où, en tout cas pour moi, je parle personnellement, là, où je suis un peu en bataille. Parce qu'en fait, les personnes noires, on les a assez vues dans l'entertainment. On les a assez vues dans l'entertainment. Et assez, c'est-à-dire que c'est pas que je veux plus, parce que c'est eux qui font la culture de l'entertainment. Donc, je veux continuer à avoir des personnes noires dans l'entertainment, parce que c'est eux qui font cette culture-là. Ou les personnes racisées. Mais surtout les personnes noires qui font, en fait, la culture de l'entertainment, je veux les voir. Mais on les a assez vues dedans. Et en fait, moi, quand on parle, en fait, de inclusion et tout ça, en fait on n'a pas besoin de se voir parce que vous avez pris en fait 10 artistes qui sont noirs, en fait on sait. Par contre, il y a qui est derrière qui book les artistes, qui derrière qui se fait le plus d'argent, qui derrière qui décide la programmation, qui derrière qui fait la production, qui derrière qui a des positions importantes. Et on se retrouve à nouveau toujours dans le truc. Nous on avait fait pour un festival, on parlait en anglais dans le truc de staff, parce que tout le monde était persuadé que j'étais une artiste et pensait pas que je travaillais. On est là, en 2023. Ça reste une dinguerie. Et du coup, encore une fois, on est au même problème. Même dans l'espace d'art qui est survisibilisé par des corps noirs et des corps bruns et des corps non blanches. Et quand je dis survisibilisé, parce qu'en fait, ce qui gagne de l'argent, c'est cette culture-là. Et c'est ça que tout le monde veut se rapprocher. Donc, on est survisibilisé là, mais tous les gens derrière, que ça soit même l'ingé son, que ça soit même... tous les gens derrière ne sont pas du tout les personnes qu'on voit toujours surexposées. Et là, il y a un problème. Et du coup, là, je pense qu'avec Zagaza, on a pu avoir ces expériences-là. Et ça crée à nouveau les mêmes problèmes. C'est-à-dire, pourquoi ces espaces sont pas safe? Parce que ceux qui créent les espaces ne sont pas les personnes concernées par ça. Par certaines violences. Et du coup, ils vont pas... Après, là, on peut pas contrôler tout ce qui se passe dans l'espace de clubbing. Franchement, le clubbing, c'est la société au microcosme. T'as tout, t'as tout le monde. Donc, on peut pas contrôler, on peut pas changer la société, on va pas changer le clubbing. Par contre, il y a des choses qu'il faut mettre en place. S'ils les mettent pas en place, c'est parce que les gens n'ont pas conscience que tout le monde circule dans l'espace de clubbing de la même manière. C'est-à-dire que ça va être des hommes, ils ne se rendent pas compte qu'en étant une personne femme ou une personne... non homme, cis, hétéro, tu circules pas dans l'espace du Covid de la même manière. La violence que tu... c'est un risque aussi des fois d'aller en soirée. Là, le chemin pour aller, c'est un risque. Ensuite, tu arrives en soirée.
toute ta vie, on te dit fais attention, mets pas un truc dans ton verre. Après, on apprend qu'il y a des piqûres. Ensuite, tu ne dois pas trop boire. Parce que si tu. Tu circules. En fait, tu es toujours dans un espace d'instinct de survie un peu extrême, toujours. Et des fois, tu laisses un peu aller, mais après, tu entends que dans cette soirée, quelqu'un qui a eu. Une femme a eu une agression. Enfin, voilà. Ouais, le fameux fais attention. Voilà. De quoi tu sais pas, mais fais attention. Mais du coup, c'est la réalité. Si on te dit de faire attention, c'est parce qu'il y a des violences qui sont là. Et du coup, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'est-ce que c'est l'expérience sociale de certaines personnes d'aller en soirée. Être une personne noire, le racisme. Et d'être une femme noire, on va être fétichisé. C'est tout un truc qui est très compliqué. Donc, c'est vraiment des questions qu'on se pose au sein. Et voilà, comment aussi, à travers la communauté, on peut aussi s'assurer de certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des communautés de personnes. Comment, en fait, on se met ensemble pour travailler sur ces questions-là et imposer. À un moment donné, il faut imposer. C'est-à-dire que les gens ne vont pas vouloir le changement parce que c'est leur confort. Par contre, maintenant, il faut imposer. Et des fois, c'est la shame. C'est maniaque. On t'a shamé. Tu vas mettre sur les réseaux sociaux, vous dire, en fait, vous ne voulez pas changer, maintenant, on va vous shame. Parce que ce qui le shame fait, le business. Donc les gens, ils vont avoir honte, ils vont décider, du coup les gens vont boycotter. Donc en fait, tout ce qui marche, c'est des fois de shamer parce que la volonté des personnes, je ne pense pas qu'elle est là. Parce que les gens ne veulent pas perdre leur privilège. Par contre, à un moment donné, il faut dire, en fait, on va vous exposer. C'est pour ça qu'on a fait une pétition. En fait, vous ne voulez pas changer. En 2015, il y a déjà eu des plaintes par rapport à Karl Vogt, vous avez décidé de baptiser par Karl Vogt. Vous voulez toujours le garder, shame. On va créer ça. C'est que ça qui marche. Et en fait, c'est notre seul pouvoir. C'est à travers le call-out. Et du coup, dans les espaces de clubbing, c'est aussi dire, comme il y a eu des lettres dans les espaces d'art, on peut dire, où sont les personnes noires? Il y a eu plusieurs lettres. Et du coup, quand il y a eu Black Lives Matter, ils ont fait des changements pour une année. Et maintenant, je te jure, il y a un revers en arrière. Je ne sais pas pourquoi. Bon, écoute, j'espère que Zagaza pourra continuer à se développer. Je ne sais pas si vous avez un événement bientôt ou alors... Non, alors un peu plus tard. Ok. Parce que c'est beaucoup de labeur en fait. Ouais. Franchement, quand tu creuses un peu, tu sais dénoncer tout ça, franchement, ça fatigue. Et ça prend ça beaucoup que je dis d'énergie. vraiment, que ce soit l'AEA, que ce soit d'autres collectifs, que ce soit d'autres associations, que ce soit, je pense, même toi qui dois porter beaucoup de trucs. Quand tu es là pour dénoncer, les gens, ils n'aiment pas. Et c'est épuisant. Et c'est une labeur émotionnelle qui fait que... Moi, je dis, le care, si on veut prendre le soin, il commence par nous. Il faut faire une pause des fois quand en fait on a tout donné, on est épuisé et qu'en fait la réception à côté elle n'est pas là à l'ampleur de tout ce que nous on met en place pour que les gens ils puissent changer. Du coup là on est un petit peu en pause, mais 2024 on est là. Back. Ok, bon alors on attendra les dates de 2024 et beaucoup de succès donc pour vos événements ou vos apparitions dans des festivals, etc. Alors on va passer sur les 3 dernières questions. Je vais commencer avec toi, Vanessa. Donc, le podcast s'appelle Dedicated Podcast. Comment, et peut-être là je vais un peu modifier, comment tu restes dévoué dans cette mission de développer le DE&I? Waouh, tu l'as fait. Ouais. I did it. Comment je reste dévouée? Je pense que c'est vraiment une passion. À double tranchant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fatigue parfois. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est sûr, mais je le vis vraiment comme une passion dans le sens où j'aime ce que je fais. Je le disais en début de discussion, j'ai choisi les ressources humaines parce que j'aime les gens et que, ça paraît débile, mais il n'y a rien qui me rend plus heureuse que des gens qui se sentent bien tels qu'ils sont, là où ils sont. Donc je pense que c'est ça qui me donne quand même mon énergie à rester dévouée et à continuer sur ce chemin-là qui, j'en suis sûre, est encore une fois ultra nécessaire. Et voilà, il va falloir beaucoup de travail, ça c'est sûr, mais en tout cas, la forte conviction personnelle que c'est totalement la direction dans laquelle il faut aller. Super, bravo déjà et Merci. Bonne chance pour la suite. Même question pour toi, Shalanda. Qu'est-ce qui fait que tu restes dedicated? Alors, tu as bien sûr mentionné que ça prenait beaucoup d'énergie, mais je sais que tu reviendras et que tu vas continuer à pousser. Qu'est-ce qui nourrit tout ça? Mais c'est une bonne question. Je pense que là, je suis en période de très grosse fatigue. Du coup, j'aimerais dire que là, je suis un peu épuisée. Mais je pense que des fois aussi, quand tu as vu la réalité des choses, tu ne peux plus retenir en arrière. Enfin, quand tu vois toutes les violences qui s'imbriquent et qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça fait, tu ne peux plus fermer les yeux.
Là, je traite un hébergement d'urgence et c'est ce que je parlais en off avant. En off, ouais. C'est après avoir travaillé en fait et voir des personnes sans abri, dormir dehors, la réalité aussi comment la violence raciste affecte beaucoup des personnes dans des parcours migratoires très violentes et qui fait qu'en fait leur vie elle est destituée d'humanité. Je dis leur vie, c'est-à-dire que la manière, leur condition de vie, elle est inhumaine. Je peux plus dormir la nuit et entendre la pluie et pas penser que des gens ils se ramassent la pluie ce soir. Je trouve que d'une fois où en fait tu vois la réalité des choses, tu peux plus revenir en arrière. Et je crois que je n'arriverai plus à revenir. Même si le confort mental de revenir en arrière me manque, mais je crois pas que j'arriverai à revenir en arrière. Je crois que c'est trop violent en fait ce qu'on voit. C'est trop violent de voir les mécanismes qui sont en fait dans des universités. Quand tu vois tout ça, c'est dur de revenir en arrière. Il faut prendre des pauses et c'est ça que je m'accorde une pause actuellement pour pouvoir avoir la force. Mais je ne souhaite pas en fait de vivre dans un déni pour pouvoir traverser la vie normalement. Enfin, ce n'est pas mon souhait. Parce que je ne trouverais pas juste que moi je retourne à mon confort alors que... Parce que voilà, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai pu... Je reste une personne afrodescendante, je reste une personne en blanc, je reste une femme, voilà. Mais j'ai quand même pu acquérir une petite ascension qui me fait que je peux me protéger en fait des violences qui vont m'arriver. Pas tout le monde. Et du coup, c'est soit je retourne à ma vie, je dénie tout ça, ou soit je décide de continuer. Mais je continue quand j'ai repris le soin de moi-même. Parce que je ne peux pas aider et soigner ce qui se passe. On te souhaite un très bon repos pour que tu viennes encore plus forte. Deuxième question, est-ce que vous avez une recommandation culturelle, un lieu, un endroit que vous voulez recommander? Alors que ça peut être ici à Genève, ça peut être à Lausanne, ça peut être où vous voulez. Là, les yeux ils sont partis au plafond là. Les gens n'ont pas l'image, mais vraiment les filles, vous êtes en pleine réflexion. Tout à fait. Ça peut être un restaurant, une expo, ça peut être un bar, ça peut être... Mais honnêtement, moi j'ai un truc qui m'est venu à l'esprit et c'est pas lié à un lieu physique, mais j'ai envie de dire ce podcast quand même. On n'est pas sur une vraie recommandation culturelle. Non, mais... Honnêtement. c'est gentil, merci. Bon bah écoute, je prends, hein, Van, merci. C'est cadeau. Ça fait un peu Inception comme ça. Du coup, les gens qui entendront réécouteront. Okay. Très bien. Bah, c'est pas grave. Au pire, on mettra en commentaire si ça vous vient plus tard. Finalement, un son, le son du moment que vous écoutez, un artiste. Bah, c'est que là, d'habitude, j'aime bien shout out plutôt des artistes suisses. Et du coup, on a beaucoup d'artistes suisses qui sont incroyables. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai besoin de dire tous les noms et tout ça. Peut-être que tu vas avoir certains dans ton podcast. Mais voilà, il y a beaucoup aussi Firbien. Mais là, en ce moment, j'écoute Kalash, Tombolo. En fait, Kalash, il est revenu en douceur. Non, enfin, vraiment, il est venu crème, caramel comme ça, là. Du coup, voilà, ça, c'est mon son du moment. Mais sinon, franchement, en Suisse, on a des artistes de ouf. Hein. Que ce soit Océane, que ce soit Tansia, que ce soit Gaspard, que ce soit Mélissa Band, Anissa, voilà. Il y a plein d'artistes, et j'en manque beaucoup, qui sont très, très talentueuses. Et du coup, il faut les soutenir. Les Suisses, on est trop fatigués. Franchement, ceux qui n'ont pas les artistes, on est trop fatigués. Ouais. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Donc, ça va arriver très bientôt. Ouais. Je pense qu'il est le moment. Waouh! C'est le moment d'avoir un invité, un artiste. Alors, on a eu Vince Lee en tant que DJ, mais il est temps qu'on ait un artiste suisse. Et des chanteuses, il y a des incroyables. Lévi, elle est incroyable. Bien sûr, incroyable. Vraiment, on a des talents qui sont époustouflants. Et du coup, il faut qu'on les soutienne. Je ferai en sorte d'en avoir un maximum, en tout cas. J'espère. Compte sur toi. Vanessa, toi, un son Là, franchement, en boucle, j'ai My Eyes de Travis Scott. Ok, voilà. Superbe. Nouvel album. Tout à fait. Dans l'actualité. En plein dedans. Très bien. Ben, écoutez, là, on arrive à la dernière question. Déjà, je vous remercie les deux d'être venus, d'avoir accepté l'invitation. Avant qu'on boucle, je vais quand même remercier donc Amber qui filme. Je vais aussi remercier Kevin K-Swiss qui nous a prêté un micro pour aujourd'hui. Et finalement, je vous remets donc ici un sel pimenté de LVDD, la volonté du dé, qui sponsorise officiellement donc les cadeaux pour nos invités. On le remercie. Merci. Voilà pour toi. Et à tous les... Voilà, exactement, c'est très parce important. On est quand même en 2023. Et voilà. Voilà. C'est terminé les plats fades. Exactement. Donc merci à LVDD. Et une dernière fois, merci à vous.
Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui sont encore là. Et à la suite au prochain épisode. Bye. Dedicated Podcast.